Donc on va aborder la partie historique. Je voulais dire à monsieur Elie Bizin, qui nous a rejoint, l'honneur qui nous fait en participant à cette soirée. Je sais à quel point il est investi aussi dans toute la réflexion de médecins par rapport à ce qui s'est passé à Auschwitz notamment. Alors j'ai une question à poser immédiatement à Michel Simès. Pourquoi avoir finalement voulu faire ce film? Il y a eu déjà ton livre qui a ouvert sur un certain nombre de champs qui étaient un peu obscurs, en tous les cas qu'on ne voulait pas connaître, et puis cette démarche d'aller mener l'enquête, puisque c'est finalement une investigation qui est menée à Nuremberg et autour du code de Nuremberg. Bonsoir d'abord, merci de l'invitation Emmanuel. Pourquoi avoir fait ce documentaire? Plutôt pourquoi avoir écrit ce livre? Hippocrate aux Enfers, qui est un livre qui relate effectivement les expériences médicales dans les camps de concentration, était un livre personnel parce que mes deux grands-pères sont morts à Auschwitz, mais il était aussi un livre personnel en tant que médecin, parce que quand je suis allé à Auschwitz en visite, je me suis retrouvé devant le bloc numéro 10 qui est fermé au public et derrière lequel j'ai eu le sentiment d'entendre les cris de souffrance de ceux qui avaient servi de cobayes. D'où ce besoin que j'ai eu d'écrire ce livre pour essayer de faire prendre conscience au public ce que représentaient ces expériences médicales, parce que j'ai voulu écrire ce livre en prenant le lecteur par la main et en lui faisant, si possible, ressentir ce que ressentaient les gens qui étaient victimes d'expériences. Je me suis servi de mon côté médecin pour expliquer ce qui pouvait se passer dans le corps de ces pauvres gens et de ce que je crois comprendre de ceux qui ont lu ce livre. Et ce qui est assez incroyable, c'est que moi je pensais que ce livre aurait un petit succès d'estime, serait lu par les étudiants en médecine. On en est, je crois, aujourd'hui à 150 000 exemplaires vendus, ce qui est considérable. Et les gens qui ont lu ce livre m'ont dit qu'effectivement, parfois, il avait été très difficile à lire parce qu'on ressentait dans sa chair ce que ces gens avaient pu vivre. Mais quand vous écrivez un livre, vous touchez un public qui lit, par définition. Et donc, beaucoup moins de gens qu'à la télévision. Et moi, j'ai toujours pensé que ce livre pouvait être aussi l'occasion d'en faire un documentaire qui, lui, pourrait être vu par un plus grand nombre, bien évidemment. Et puis, d'essayer de compléter mon livre. Mon livre était très factuel sur ce qui se passait. J'essayais d'être le plus neutre possible, si on peut être neutre dans ce genre d'expérience. Mais en tout cas, je le racontais voilà, en tant que médecin, petit-fils de déporté, mais de façon très factuelle et parfois même un peu froide. J'ai voulu rajouter ce qui manquait à ce livre, volontairement, qui était d'essayer d'expliquer la montée de l'idéologie nazie. Vous l'avez entendu, 70% des médecins avaient épousé l'idéologie nazie ou étaient membres même du parti. Et j'ai voulu élargir et comprendre ce qui avait pu se passer depuis la Première Guerre mondiale, parce que finalement tout est remonté très loin, et comment des gens des médecins qui, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je pensais, comme beaucoup de gens, que ces médecins étaient des fous, des petits médecins qui, pour montrer que finalement ils étaient beaucoup plus importants qu'ils n'étaient vraiment, s'étaient servis des camps de concentration comme d'un laboratoire pour montrer à leurs supérieurs que c'était des gens bien. Et en fait, ces médecins, la plupart n'étaient pas des petits médecins, étaient la plupart des gens très compétents, qui avaient eu un enseignement très sérieux, qui avaient des connaissances scientifiques très sérieuses et qui étaient, pour certains, chapeautés par les plus grands noms de la faculté de médecine de Berlin. Et voilà, j'ai voulu dans ce documentaire essayer de montrer un petit peu tout ce qui s'était passé avant ces expériences et bien sûr prendre le téléspectateur par la main pour lui faire vivre ces expériences. Nous sommes allés à Auschwitz et nous sommes allés au Struthof aussi, et nous sommes allés, vous l'avez vu, dans cette salle du procès de Nuremberg. Si un jour vous allez dans la région, allez la voir, parce qu'elle est telle que vous la voyez là.
Elle est intacte. Alors, ils ont changé 2-3 choses parce que c'était du bois, le mobilier, notamment les bancs sur lesquels étaient les accusés ont été changés. Parce que cette salle de procès sert encore aujourd'hui comme salle de procès. Il y a toutes les semaines des procès qui s'y tiennent. Parce qu'ils ont voulu maintenir ce tribunal comme un tribunal qui juge encore aujourd'hui, tout en le maintenant comme un musée. C'est-à-dire que vous rentrez, vous pouvez visiter ça, bien sûr, en dehors des procès, mais vous pouvez la visiter. Et nous, on nous a ouvert la salle, on nous l'a même quasiment privatisée à un moment pour qu'on puisse tourner. La disposition des meubles est un petit peu différente. Celle des accusés reste telle qu'elle était. Mais vous avez vu que le procureur était en face, alors que là, la salle est sur le côté. Mais allez-y, parce que vraiment, le sentiment est quand même assez incroyable quand vous rentrez dans cette salle. Merci de cette première intervention qui nous donne envie de voir ce film, qui est un documentaire avec la profondeur historique, puisqu'il y a aussi toutes les sciences humaines et sociales qui sont sollicitées pour apporter non pas des explicitations, mais des approfondissements. Alors Bruno, tu es l'historien de Nuremberg. Ce serait intéressant de recadrer, de dire comment s'est intervenu Nuremberg et qu'est-ce que signifie ce procès, le procès des médecins. Ce qui est assez extraordinaire, c'est le point de départ. C'est-à-dire que mai 1945, le monde découvre avec stupeur ce qui vient de se dérouler dans l'Allemagne nazie. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on fait une bibliographie, on regarde le Lancet, on regarde le Royal Tropical Medicine, on sait que dès 1942-1943, il transparaît l'idée selon laquelle il y a déjà des interventions, des expérimentations dans les camps nazis. Mais les gens n'en ont pas vraiment une grosse connaissance. Ce qu'on sait, c'est qu'à partir de 1941, il est décidé de faire un grand procès des dignitaires nazis. Et progressivement, lorsque l'Allemagne capitule le 8 mai 1945, on s'attelle à faire le procès international, le grand procès des dignitaires nazis, qui va avoir lieu donc à Nuremberg. Pourquoi Nuremberg est choisi ? Puisque l'Allemagne pratiquement a été détruite dans sa quasi-totalité, et à Nuremberg, c'est le seul endroit où il reste un palais de justice digne de ce nom, dans lequel on peut faire en fait un procès. Le procès se déroule des dignitaires nazis, et très vite on se rend compte qu'on ne pourra pas aborder tous les problèmes, et on décide de faire une douzaine d'autres procès qui seront les procès spécifiques à chacune des catégories professionnelles. Il y aura un procès de la justice, un procès de l'industrie allemande, et le procès numéro 1 sera le procès des médecins. Mais à la différence du procès de Nuremberg, où on a une juridiction à la fois anglaise, américaine, française, Edgar Faure est présent à ce procès, et russe, là, on est dans le début de la guerre froide, et c'est une juridiction américaine. Et le procès débute le 9 décembre 1946, il va durer exactement 134 jours, il se terminera le 17 août 1947, et finalement, de la même façon dont on considère que la notion de crime contre l'humanité, la notion de juridiction internationale est née après le procès de Nuremberg, on considère que la bioéthique moderne, l'acte de naissance, c'est le procès de Nuremberg. Alors au-delà de ce que vient de dire Michel, ce que je rappelle, et c'est ce que je rappelle aux étudiants, et pour moi c'est un des éléments les plus fondamentaux, en 1933, l'Allemagne comptait en nombre de prix Nobel plus de prix Nobel que les Français, les Anglais, les Américains réunis. C'est-à-dire que c'était considéré comme la nation la plus performante sur le plan intellectuel. Les médecins allemands étaient les médecins les plus réputés sur le plan international. Les scientifiques allemands étaient réputés dans tous les domaines. Ce qui est important, Michel et M. Israël a parlé, je crois que finalement, ce qu'on a à retenir aussi, c'est d'expliquer que les médecins dans les camps ne sont que la partie visible de l'iceberg. Et pendant près de 60 ans, on a essayé de nous focaliser que sur un groupe de médecins. Mais, comme l'avait dit dès 1947 Alexander Michterschlig, qui est un Allemand, en fait, c'était le fléau avait
atteint tout le corps médical allemand et toute l'industrie pharmaceutique allemande. Car pour faire une expérience, le médecin ne faisait pas son expérience comme ça de façon spontanée, il fallait des autorisations, il fallait un soutien logistique, et donc les médicaments qui étaient expérimentés sur les déportés, c'était des médicaments fournis par des grands industriels allemands qui ont toujours pignon sur rue, qui fournissaient en fait leurs médicaments pour savoir leur efficacité ou non. Après la guerre, il a été beaucoup plus facile, comme l'a dit Michel, de focaliser sur quelques médecins en les traitant de fous et de sadiques. Mais pourquoi Mengele choisissait des jumeaux? Pourquoi? On nous a expliqué que c'était soi-disant pour créer une race aryenne. On le trouve nulle part dans les traités. La vraie raison, c'est qu'il réalisait des études en double aveugle sur lesquelles il injectait à 2 jumeaux monozygotes une maladie et il expérimentait un sulfamide chez l'un et l'autre, il ne donnait rien pour voir l'évolution sur 2 organismes. C'était ça la soie. Mais bien sûr, après la guerre, c'était beaucoup plus intéressant de focaliser sur l'autre partie du personnage. Deuxième chose, Mengele a réalisé un grand nombre d'expériences. Sachez que jusqu'en 1956, son patron, Otto von Verschuer, et si vous regardez sur PubMed, il y a des publications qui sont en ligne, il va publier des publications sur des jumeaux polonais datant de 1944. Ce qui veut dire qu'on a continué à exploiter les données d'Auschwitz bien après la guerre. On nous parle également de certaines expériences, d'expériences en hépatologie. C'est-à-dire en hépatologie, vous allez avoir des personnes qui, 1947, vont publier les travaux qu'ils ont réalisés en 1944. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une imprégnation de l'ensemble du corps médical allemand. Ce que je crois aussi qui est important, et ce qui m'a marqué, c'est que, rappelez-vous, le 4 août 1944, arrive un convoi qui vient de l'île de Kos, l'île dans laquelle est né Hippocrate. Ces juifs sont au nombre de 300, la plupart vont être exterminés, et ils sont accueillis à la sortie, c'est un des témoins qui dit il voit une personne avec un caducée. Et c'est vrai que le fait que ça soit une personne avec un caducée, ça contribuait à ce que Lifton a appelé le subterfuge médical. C'est-à-dire que quoi de mieux qu'un médecin pour calmer, pour donner un peu d'assurance aux personnes qui arrivaient. Je rappellerai aussi que si à Auschwitz, il y avait à peu près 3 à 4 000 gardes en permanence, il n'y avait que 8 médecins SS. Au total, le nombre de médecins qui ont été entre 1940 et 1944 a été au nombre de 45. Mais les 8 médecins qui étaient en permanence à Auschwitz ont joué un rôle fondamental dans ce que Robert Lifton a appelé l'écologie d'Auschwitz, puisque c'était les médecins qui savamment sélectionner le nombre de personnes qui rentraient et qui assuraient le nombre de personnes à exterminer dans le camp. En fait, ce rôle des médecins est très important et je crois qu'il ne doit pas être oublié. Concernant le procès, on parle également de Robert Servatius, qui est un des médecins, un des avocats. C'est l'avocat qui a été un de plusieurs protagonistes, mais également Robert Servatius va être plusieurs années plus tard avocat au procès Eichmann. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est l'argumentaire qu'il a réalisé, qui se résume en 7 arguments pour aider en fait les médecins SS, les médecins nazis. Premièrement, il a estimé qu'il fallait en fait ne pas accuser ces médecins, puisque en fait leur responsabilité ne peut pas être prise puisqu'ils vivaient dans un régime totalitaire. Donc, dans un régime totalitaire, nous n'avons pas, ce qu'aurait expliqué Robert Servatius, nous n'avons pas à juger. Deuxième chose, il a expliqué que les expérimentations qui étaient réalisées dans les camps étaient les mêmes que celles qui étaient réalisées aux États-Unis, ce à quoi les Américains ont répondu « oui, c'est vrai, il y a eu des expérimentations sur les hautes altitudes, sur le refroidissement thermique, sur les hépatites. En revanche, aucune intervention n'a entraîné de mort aux États-Unis.
Le troisième argument des avocats allemands était le fait de dire notre souhait, c'est d'améliorer les soins pour l'humanité, d'apporter un bien-être à l'humanité. Et en donnant comme exemple, a-t-on le droit de sacrifier une personne pour sauver 100 personnes ? L'autre argument a été de dire que de tout temps, on a utilisé des condamnés pour faire des expérimentations. Plus près dans notre histoire de France, lorsque Henri II reçoit un bout de lance dans l'œil, on sacrifie plusieurs condamnés à mort pour Ambroise Paré expérimente avec Vessal les différents types d'abords chirurgicaux. Lorsque Louis XIV a une fistule, on fait une intervention d'abord sur des condamnés avant de le faire sur Louis XIV. Donc c'est quand même quelque chose d'assez ancien d'utiliser des condamnés. Et puis, dernièrement, ça va être l'argument en fait, des avocats allemands de dire que le serment d'Hippocrate n'est pas adapté au monde moderne. Et là, on va avoir 3 personnes. Léo Alexander, qui est un juif allemand, Werner von Brandt, qui est un catholique allemand, non juif, et une troisième personne qui s'appelle André Ivy, qui est un Américain, et ils vont émettre en fait le code de Nuremberg, qui est en fait le code qui permet en fait de border l'ensemble, de fixer des limites aux expérimentations. Et je crois qu'en fait, c'est probablement la leçon, c'est-à-dire au bout de 139 jours d'audience, on en arrive à mettre au point un code de Nuremberg qui reste aujourd'hui encore d'actualité. Alors on va revenir sur le code, mais peut-être que Michel veut réagir, mais j'ai une question aussi à lui poser. Donc ce qui va être intéressant, ce serait la dernière partie peut-être de ton intervention, Bruno, c'est de dire qu'on n'avait pas véritablement de repères, de règles éthiques écrites, et il y a effectivement une commission qui va décider de hiérarchiser un certain nombre de valeurs, en tous les cas de publier un code. L'Association médicale mondiale avait aussi une réflexion sur ce sujet en amont. On va en parler dans un instant. Mais sur un sujet important qu'a évoqué Bruno, et c'est à Michel Simès que je pose la question, l'intérêt supérieur de l'humanité. Quand on voit, par exemple, la déclaration d'Helsinki, qui est dans la filiation du Code de Nuremberg, on dit l'intérêt de la recherche ne doit être jamais supérieur à l'intérêt de la personne, y compris l'intérêt de la société n'est pas supérieur à l'intérêt de la personne. Quand tu as mené tes investigations et que tu as vu un peu la perversion d'un certain nombre de pratiques de la recherche, et que cette perversion était justifiée, en tous les cas, au nom de l'intérêt supérieur de l'humanité, comment tu as réagi et est-ce que c'est un élément qui t'a permis de mener une investigation qui a produit un certain nombre de réflexions éthiques pour toi ? Oui, c'est-à-dire que c'est très difficile de sortir de l'écriture d'Hippocrate aux enfers ou de la réalisation de ce documentaire sans se poser énormément de questions sur l'éthique. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est... je suis praticien, enfin je travaille encore à l'hôpital, j'exerce encore à l'hôpital. Et finalement, les questions éthiques, en dehors de la chance que j'ai de rencontrer des gens comme M. Delfrécy ou comme ceux qui l'ont précédé au Comité consultatif national d'éthique, et parce que je fais un métier sur les médias qui m'oblige à me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, je me suis aperçu finalement qu'en tant que médecin, praticien, exerçant encore à l'hôpital, je ne m'étais jamais posé vraiment beaucoup de questions sur l'éthique. Alors, je n'ai pas eu la chance d'avoir un enseignement. Je ne me souviens pas avoir eu un seul cours d'éthique médicale durant mes études. Je ne me souviens pas d'avoir eu quoi que ce soit depuis que j'exerce ce métier de médecin en rapport avec l'éthique, où j'aurais pu me poser des questions, où on aurait pu peut-être m'organiser des choses. Je suis sûrement passé à côté de conférences, de choses organisées par le Conseil de l'Ordre, par tout ce qu'on veut. Mais finalement, le mot éthique me dit quelque chose aujourd'hui dans mon fort intérieur depuis que j'ai commencé à travailler sur Hippocrate. Donc oui, ça m'a un petit peu ouvert quand même sur mon métier, sur ma façon d'exercer, sur la recherche, sur ce que doit être le consentement éclairé. Et ça, au moins, ça j'avais compris, parce que je suis chirurgien, donc il y a un moment, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse signer des consentements éclairés avant d'opérer. Mais voilà, je crois que... Et c'est pour ça, si tu veux, le livre, et je suis très fier de ça, vraiment, je suis très fier du documentaire que j'espère vous pourrez voir
en janvier sur France 2, peut-être avant, même ici. Voilà, parfois, il faut aussi dire qu'on est fier de ce qu'on fait. Voilà, c'est pas très modeste de ma part, mais je le suis. Je suis très fier aussi d'avoir écrit Hippocrate, mais aussi pour une raison importante, c'est qu'aujourd'hui, Hippocrate aux Enfers, le livre, est plus que recommandé par certaines facultés de médecine en France aux étudiants qui commencent leurs études de médecine, qui rentrent en première année de médecine, et c'est notamment le cas à Lyon depuis quelques années, où ça fait partie des 4 ou 5 livres que le doyen conseille aux étudiants en médecine pour justement que le mot éthique leur dise quelque chose avant qu'ils commencent les études et non pas au moment où ils arrivent en fin de carrière comme moi. Didier Samuel, qui est ici présent, va préconiser la lecture, mais on va même t'inviter à Bicêtre faire une conférence sur ce sujet. Alors, j'aimerais, Bruno, que tu reprennes finalement là où je me suis permis de t'interrompre sur la construction finalement de ce code de Nuremberg. Mais c'est pour ça qu'il a des cours chez nous, il fait 8 heures de cours et les gens ne s'en lassent pas. Mais juste la question, donc, on va dire les Américains faisaient des recherches qui étaient inéthiques, notamment sur les populations noires aux États-Unis, sur les personnes en situation de vulnérabilité. On va évoquer les crimes des Japonais sur les populations chinoises, donc avec des expérimentations aussi dramatiques que celles que les médecins vont mettre en œuvre dans les camps nazis. Et donc on va relativiser finalement ce que ces criminels ont fait. Et à un moment donné, on se dit il faut des règles précises et qu'il y ait une dimension, j'allais dire, universelle aussi. C'est ça le code de Nuremberg, avec l'article 1 sur le consentement, mais aussi, on voit dans l'actualité que ça pourrait aussi intéresser des gens de regarder le code de Nuremberg sur l'information à la personne, donc sur l'intégrité. Enfin, il y a tout un ensemble d'éléments. C'est pour ça que c'est un texte fondatif qui a ensuite été décliné par la déclaration d'Helsinki, la déclaration de l'UNESCO sur la bioéthique. Bref, c'est un texte à étudier. Oui. Alors, juste avant, je vais faire une petite aparté. Je voudrais d'abord féliciter Michel. Pourquoi ? Parce que je pense que Michel n'avait pas besoin de faire ce livre pour être célèbre. Et je trouve que ce qui est assez extraordinaire, c'est que en faisant ce livre, il s'est exposé. Et volontairement, il s'est mis dans une situation pas facile, pas simple, parce que parler de la Shoah, parler des expérimentations médicales, parler des aspects non éthiques, c'est pas simple. Et il l'a fait d'une façon très bien, très claire. Et je trouve que le fait qu'il y ait des étudiants qui étudient ce livre, le fait qu'il y ait 150 000 personnes qui lisent, pour moi, c'est très important. Et je trouve que ça, c'est le point le plus majeur. Et vraiment, je suis très content pour toi, Michel. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Y aller. Non, mais... Enfin, moi, je trouve qu'il y a des fois des gens qui sont là et qui se disent... Mais voilà, moi, je trouve que ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a une médecine avant 1940 et une médecine après 1940. C'est vrai qu'on a tendance, quand on fait de l'histoire de la médecine, à essayer de compartimentaliser siècle par siècle. Mais honnêtement, jusqu'en 1940, les médecins, à peu de choses près, en tout cas, font pratiquement la même médecine que 2 siècles auparavant, voire 3 siècles. On garde les mêmes techniques. L'arsenal thérapeutique est limité à un minimum. C'est-à-dire qu'on utilise encore dans le codex, qui est l'ancien Vidal, des sangsues en 1940. On considère que c'est un très bon traitement. On a un peu de digitaline, c'est quelques diurétiques, mais vraiment, on n'a pas vraiment de médicaments. 1940, on découvre la pénicilline. Et c'est vrai que face à ces nouvelles découvertes, quelques années auparavant, en 1937, on avait découvert les sulfamides, on a des nouvelles armes thérapeutiques. 1940, à partir de 1940, tout s'emballe. 1945, on découvre les premières chimiothérapies, les psychotroques, les antidépresseurs. Et très vite, on se dit que tous les médecins, ça démange les médecins. Que faire ? Que faire ? Comment l'utiliser ? À qui le donner ? À quelle dose ? Et c'est vrai qu'on tâtonne. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'était assez simple. On n'a pas de traitement. On donne un traitement, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Le premier, Alexander Simon, qui est le premier policeman, qui s'est rasé, qui s'est fait une staphylococcie du visage, lorsqu'on lui donne de la pénicilline, soit on lui donne de la pénicilline, soit il meurt. Donc on lui donne de la pénicilline.
Mais dès qu'on découvre un deuxième antibiotique, comment choisir cet antibiotique? Et puis, il y a les effets secondaires. On découvre la streptomycine, 1946. On s'aperçoit que ça rend sourd. Et les gens s'interrogent, est-ce qu'il vaut mieux pas faire des traitements par pneumothorax thérapeutique? Donc très vite, des questions d'éthique se posent. Et c'est là, à ce moment-là, dans cette période, qu'on arrive avec le code de Nuremberg, avec des règles précises. Des règles qui ne seront pas toujours respectées et qui posent également aujourd'hui encore des problèmes, puisque ce n'est pas non plus la panacée. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va rester international. Enfin, international. On sait, moi, petit étudiant en médecine, en dermatologie, avant la guerre froide, certains laboratoires faisaient des expérimentations dans le domaine de la dermatologie dans les pays de l'Est, où là, on ne faisait pas signer de consentement éclairé. Certaines expérimentations vont avoir lieu dans des prisons dans certains pays, avec certains médicaments, jusqu'il n'y a pas si longtemps, et probablement ça continue, sans que ça n'émeut personne. Donc je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a quand même un avant Nuremberg et un après Nuremberg. Je pense ça nous aide dans notre pratique. Je pense que l'éthique a changé, mais il ne faut pas complètement se dire qu'après Nuremberg, les médecins ont été complètement innocents et tout à fait bien. Rappelez-vous, jusque dans les années 70, il y a des pays où les médecins n'avaient pas toujours un rôle vertueux. C'est ce qu'on va voir peut-être dans la deuxième partie, si vous voulez bien, avec un moment assez fort, me semble-t-il, c'est cet extrait d'Hippocrate aux Enfers. On parle d'expérimentation, on va voir ça dans un instant, et on va voir en réaction, et c'est la deuxième partie de notre réflexion, des gens qui ont des responsabilités dans le domaine de l'éthique aujourd'hui, qui ont à faire vivre la réflexion éthique, et à considérer, c'était la dernière partie, Bruno, de ce que tu disais, effectivement, comment certaines firmes ont déployé des recherches dans des pays émergents, qui n'avaient pas les mêmes règles, en tous les cas les mêmes repères en matière d'éthique, comment il y a eu des biais de recrutement, puisque participer à une recherche, c'était bénéficier d'un traitement, bref, toute cette réalité, avec aussi un principe de réalité, comment accéder à des recherches qui apportent un bénéfice à la personne. Donc je vous propose de regarder cet extrait d'Hippocrate, et ensuite on va partir sur une deuxième réflexion plus synchronisée, plus dans le temps aujourd'hui.